Oui, ce matin, on a pu voir tout ce qui était plutôt technique sur l'habitat, sur un plan nouveauté juridique et technique avec l'OFS et le bail réel solidaire, les organismes concessionnaires. Là, on vient de voir un petit peu l'implication des habitants dans leur habitat, comment faire participer les habitants et pourquoi et comment participer. Et là, on va finaliser sur cette vraie problématique aujourd'hui, qui est la partie agricole, l'harmonie entre l'agricole et le logement, et en quoi la terre est quand même un bien commun. Je pense qu'il y avait deux ne contredira pas. Le bien commun qu'est la terre est important, doit être protégé au maximum. Maintenant que tout le monde est installé, je te rends la parole. Merci. Oui, donc on va finir cette journée sur l'habitat en se posant la question de l'habitat paysan. Donc avec cette question, quelle solution pour demain? Je vais commencer un petit peu comme la dernière fois par représenter tout le monde, et je propose que ce soit chaque personne qui se présente et qui présente un petit peu pourquoi elle est ici ce soir, pour quelle structure ou pour quelle expertise, dans le cas de Isabelle Bessarien. Voilà, donc je vais passer le micro. Sonia, on ne connaît plus qu'elle. On est pas mal si on passe directement voilà. Bonsoir, moi je suis Isabelle Bessarien, je suis engagée depuis 5 ans dans un projet de recherche. Je suis en train de terminer une thèse sur les communs, donc sur un mode de gestion à la base de ressources naturelles de façon durable, auto-gouvernée par les usagers eux-mêmes, et qui a donné plein de modèles qui vont jusqu'à gérer des questions, les problématiques d'habitat ou des terres agricoles. Bonsoir, moi je suis Lulu, je suis le président de Nouveau Paysan, que j'ai initié et co-créé avec Linda qui est à côté. Les communs, il y a plein de sujets, vous verrez, dans la transversalité qui nous intéresse. Et voilà, donc on se présente, je passe le micro à côté. Soit il parle pendant 2 heures, soit pendant 10 secondes. On a vu la version light. Linda Rieu, donc je suis cofondatrice de Renouveau Paysan avec Lulu. Peut-être dire juste Renouveau Paysan, c'est une association qui a été créée en 2018. On accompagne les collectivités et les bailleurs sociaux pour réhabiliter des fermes en logements sociaux paysans. Donc peut-être on abordera ça plus tard. Et on est basé au Pays Basque. Voilà. Bonsoir, Isabelle Capdeville. J'interviens ici au titre de l'Orsendia, qui est une structure qui s'appelait autrement avant, qui s'appelait le GFA Moura, le groupement foncier agricole Moura, qui a été créé il y a 40 ans et qui a pour objectif d'acheter de la terre agricole en luttant contre la spéculation et en promouvant l'installation de nouveaux et de nouvelles paysans et paysannes. Et je siège dans cette structure qui s'appelle l'Orsendia au nom de mon engagement plutôt premier, qui est celui des AMAP. Et donc, je suis membre d'une AMAP, membre de l'Inter-AMAP dans le Pays Basque. Et il nous est apparu très, très important de se mêler des oignons que nous ne cultivons pas. Mais en termes de responsabilité civile, c'est important de savoir avec qui on collabore pour nous alimenter et quelle est la vie de ces gens qui font énormément d'efforts pour nous alimenter chaque semaine. Voilà, et ça amène on fait de sortir du panier et d'aller se préoccuper de l'avenir de la terre agricole et du logement. Je vais commencer, si je te permets. Justement, donc avec l'Orsendia, vous avez été confronté à la problématique du logement paysan, même si ce n'est pas votre spécialité première, parce que vous êtes plutôt axé sur la préservation des terres agricoles. Mais
forcément, la question du logement, quand on a échangé, elle vient à un moment donné, quand un paysan veut s'installer sur des terres. Qu'est-ce que vous avez pu voir au niveau, avec l'Orsandia, quel est le constat aujourd'hui sur l'habitat paysan? Je vais démarrer par une image. C'est un tapis, et il y a des pieds pris dedans. Voilà. Le logement paysan, c'est ça. On a les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que, et on n'arrête pas de se casser la gueule. Parce que c'est hyper compliqué de travailler sur le logement quand ce logement, il est aussi intrinsèquement lié à l'outil de travail. Et ça veut dire que quand la personne qui n'utilise plus l'outil de travail, elle doit quitter son logement. À aucun moment, tous les projets qu'on a vu exposés au préalable, il y a un itinéraire de vie dans ces habitats et il n'y a pas de suspension de cet itinéraire de vie. Le logement pour les paysans, pour que ça soit fluide, il faudrait qu'il y ait une interruption. Il faudrait qu'une fois qu'on n'a plus d'activité sur la terre agricole, eh bien, qu'on n'ait plus la possibilité de jouir de ce logement, puisqu'il faudrait le passer à quelqu'un d'autre qui lui-même va travailler sur cette terre. Et ça, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce que on rentre sur quelque chose qui est dans la tradition au Pays Basque, mais qui se trouve aussi partout ailleurs. Quand on est né dans une maison, quand on a vécu dans une maison, au nom de quoi l'activité professionnelle pourrait nous faire quitter cet endroit-là pour aller continuer notre vie ailleurs. On connaît tous la situation du monde agricole et notamment des petites fermes et de leur capacité à dégager de la ressource monétaire pour pouvoir investir déjà sur la ferme, mais encore moins ailleurs pour créer un autre logement que celui de la ferme sur laquelle on est installé. Et là aussi, c'est une deuxième raison pour laquelle on se prend les pieds dans le tapis. Il y a des logiques de tradition. On a envie de rester dans cette fameuse maison où on est né, où on a fait ces activités d'enfants et professionnels. Et là aussi, on a du mal aujourd'hui à dépasser ce cap. Et puis, je pense qu'on est resté complètement sur une vision très traditionnelle, mais impensée du logement agricole. En fait, on reste sur quelque chose qui est dans le registre de la propriété privée et individuelle. Et on n'a pas été plus loin que ça aujourd'hui. Nous, quand on voit à l'Oursindia, quand le syndicat agricole nous sollicite pour préempter de la terre agricole avec des bâtiments agricoles, pour mettre des outils agricoles, etc. Et puis des bâtiments de vie qui sont des maisons, des parties de ferme aussi. On ne passe pas une bonne réunion. Hein. C'est vraiment un moment qui est difficile à vivre parce que, de un, l'épargne avec laquelle on travaille, qui est votre épargne, la mienne, et donc on n'a pas énormément de ressources, et ce qui fait qu'on va privilégier d'acheter de la terre et pas d'acheter des bâtiments. Et donc, des fois, on lâche l'affaire. C'est-à-dire que comme on n'est pas capable d'acheter le bâtiment, notamment la maison, et parce qu'on ne se sent pas capable non plus de partir pour 40 ans, 60 ans pour acheter, pour entretenir ou pour rénover la maison, on ne fait pas la transaction, en fait. Et ça, c'est un problème. Et ça, il faut qu'on avance sur le sujet. On a lancé un travail en commun, notamment avec le COL, qui est vraiment qui est ouvert à toute possibilité, mais on se rend compte que quelquefois,
il y a des propriétaires qui se disent « Ah, mais le col, non, non, on préfère vendre à un paysan, on préfère vous vendre à vous, on ne veut pas vendre à quelqu'un d'autre. » Ça, c'est une première situation. D'autres fois, on se rend compte que toutes les aides par rapport à l'habitat du monde agricole, par rapport à l'habitat paysan, il y a des aides qui existent, mais je pense que le col a été le seul des partenaires qu'on a rencontrés à nous dire il y a des aides. Alors, c'est plutôt des aides sous forme d'appel à projet, il faut y répondre, mais il y a. Mais ça a été vraiment la grande découverte. Il y a des aides structurelles pour faire du PLAI, etc. Mais sur l'habitat agricole, il y a aussi des aides supplémentaires. Voilà. Donc, nous, on découvre tout ça. On est avec mes voisins, les voisines, en train aussi de découvrir ça. On a eu une grosse séance de travail cet été pour faire des échanges d'informations, mais on est vraiment au début d'une réflexion qui puisse être vraiment concrète et pour imaginer d'autres solutions. Quand j'entendais parler tout à l'heure de sociétés coopératives, d'habitat, etc., ça me fait rêver. Je me dis, wow, on a les pieds dans le tapis, mais on a les pas sur la planche. Donc, tant mieux. Merci Isabelle. Je vais me tourner tout de suite vers Renouveau Paysan qui est juste à côté, donc avec Lulu et Linda. Justement, vous êtes partie de ce constat que vient de faire Isabelle, qui n'est pas forcément tout rose, mais où on essaye d'esquisser des solutions, et vous avez créé une nouvelle association en 2018 pour travailler spécifiquement sur la question de l'habitat paysan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le but de l'association, qui est le projet que vous montez actuellement? Je peux commencer, effectivement. Les constats sont les mêmes, mais moi je vais vous dire, le problème, il n'y a pas de problème, on est arrivé. Les solutions, elles ne sont que si on veut les trouver. Donc, il y a des éléments très très simples. La vie d'un paysan, ça se passe dans une ferme. Et ça marche le micro? Oui, très bien. Il y a une ferme qui est à vendre, donc il n'y a pas de problème. Elle est à vendre, qui c'est qui va l'acheter? Ou c'est un Anglais qui va l'acheter, ou c'est quelqu'un qui veut remettre un paysan. Et les paysans, ils ont des droits sociaux. Ce sont des individus qui gagnent peu d'argent. Et les gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire et qui ont droit au HLM, ils ont aussi des droits sociaux. Donc, c'est en réunissant une population dans la ruralité qu'on crée une boucle économique, qu'on peut racheter une ferme et qu'on pourrait réinstaller des paysans. À ça, alors les problèmes vont arriver parce qu'on est arrivé à trouver la solution et donc on ne nous la laisse pas à mettre en route la solution. C'est ça le problème. Mais la solution, là, juridiquement, là, économiquement, elle est complexe. Et puis après, il y a une véritable volonté politique des acteurs locaux, alors qui sont assez volontaires. Et puis on s'oppose à l'État, c'est-à-dire au stade du Premier ministre, qui, en fait, on change un petit peu le regard de M. de Normandie sur l'agriculture. Donc, on a notre projet, il est foncièrement agricole, alors qu'on passe par le logement pour résoudre le problème. Mais Linda va expliquer tout ça, parce que j'ai trop parlé. Non, t'as pas parlé. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, c'est pour situer le contexte, pour compléter les propos d'Isabelle. C'est vrai qu'il y a 200 fermes qui disparaissent chaque semaine en France. On ne se rend pas compte de ça, 200 fermes, un peu comme ça, dans l'invisibilité. Donc, souvent, c'est des agriculteurs qui arrivent à la retraite, qui ne transmettent pas, ou pire, qui se suicident même avant d'arriver à la retraite. Bref, on dépasse les problèmes de ce secteur-là qu'on commence à découvrir petit à petit. 200 fermes, ça ne veut pas dire que les surfaces mises en production diminuent. Ça veut dire que le lien qui avait été établi par nos anciens entre l'habitat et les terres, et qui permettait en fait d'habiter à proximité de ces terres, c'est ça qui disparaît. Parce que quand une ferme est mise en vente, normalement, en règle générale, les terres sont vendues aux voisins qui n'arrêtent pas de s'agrandir. Donc, on continue à être dépendant des tracteurs.
Et la ferme devient un petit confetti qui deviendra une résidence secondaire ou au mieux qui sera acheté par quelqu'un localement, mais en tout cas qui perdra sa vocation agricole. Et donc, on s'était tourné vers Terre de Liens pour savoir mais pourquoi cette question de l'habitat elle est si complexe chez vous. Et en fait, Terre de Liens, à l'époque, installait dans les fermes qui rachetaient un couple de paysans en leur demandant de participer à l'autoconstruction de cette ferme-là. Et ce n'était pas entendable à la fois en termes de surface, on est sur une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, et en termes de modèle économique, en fait. Voilà. Donc, nous, on est partis de là en se disant, et puis moi, avec la culture de l'habitat participatif dans laquelle que j'ai intégré aussi en même temps, mais en se disant, pourquoi la ferme qui a cette fonction multi-usage, depuis qu'elle a été construite pour mettre du bétail, des outils, 3 générations de familles, quoi. Pourquoi on ne continuerait pas à avoir ce côté-là multi-usage et on n'essaierait pas de trouver comment intégrer à la fois des logements agricoles connectés à des terres, donc à des logements peut-être non agricoles ou à d'autres fonctions pour la ferme, que ce soit un commerce, une crèche ou des espaces utiles au village en tout cas. Et donc on est parti de là et puis on a fait un premier projet sur Moulia, donc qui a Esplute. Enfin, d'abord, on en avait eu un en Soule où la ferme a été vendue à ce fameux anglais. Donc, en gros, on s'est vite rendu compte qu'il nous manquait des outils pour construire ça avec les collectivités et avec les bailleurs sociaux. Et donc, l'idée sur Moulia, ça a été d'abord que Lulu ait un acte citoyen en rachetant la ferme avec des sous qu'il a sortis de son assurance vie. Je passe les détails sur sa vie privée, mais en tout cas, c'est un engagement fort pour avoir un lieu, pour développer des idées, parce que sans ça, c'était impossible. Après, donc, on a fait travailler une architecte sur le sujet qui s'avère être une des architectes, on a su après, mais elle a eu le prix national de l'architecture en Suède, elle est très avancée sur toute la rénovation durable et ce genre de mouvement-là. Et donc l'idée, c'est que cette ferme Moulia avec le hangar soit transformée en 6 logements, dont 2 sont dédiés à des paysans qui exploiteront les 3 hectares de terre attenante. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis qu'on a lancé ce projet, on a fait du remembrement. Parce qu'au départ, on n'avait que1 hectare avec la ferme. Et donc, il a fallu trouver l'hectare complémentaire d'une personne âgée du village qui a bien voulu vendre. La SAFER a validé ça en plus. Donc, plus la commune qui met 1 hectare à disposition. Donc, petit à petit, voilà, on a l'ADAPI aussi qui potentiellement a d'autres fermes, d'autres terres autour. Donc, on peut aussi agrandir ça. Bon, bref. Donc, les 2 logements sociaux connectés à des terres et 4 logements pour des familles qui veulent venir s'installer à la campagne. Donc, on est parti avec ce projet-là sous le bras, tapé à la porte de tous les bailleurs sociaux. On a quand même eu le département et la région qui ont très vite intégré la démarche. Par contre, le discours a été on ne sait pas faire des logements agricoles, tout comme du côté agricole, on ne sait pas faire des logements non agricoles. Donc, on était vraiment à la tangente, à la transversalité de tout ça. Et finalement, Office 64, au bout de X mois, a bien voulu étudier la question avec nous. Ce qui a permis aussi pour nous de faire travailler des juristes sur la question, donc de l'affaire de Pau, et de faire remonter ces questions-là jusqu'au gouvernement aujourd'hui, puisqu'on est en train de voir comment créer un cadre juridique pour que les bailleurs sociaux puissent mettre en conjonction un logement social avec des espaces professionnels et des terres agricoles. C'est possible depuis la loi Elan de 2018 qui leur donne la compétence à gérer des espaces professionnels. Encore faut-il, comme le disait Lulu, qu'il y ait une volonté politique, mais sinon, il y a quand même des solutions qui peuvent être trouvées. C'est une solution parmi tant d'autres parce que nous, c'est des logements à la location. On revendique l'idée des communs alimentaires, c'est-à-dire que les terres soient achetées par une collectivité ou un bailleur social ou un office foncier solidaire et une sorte de la spéculation et une sorte de la propriété privée. Et donc, il y a d'autres formes d'installation possibles dans les fermes, comme on a vu, des coopératives d'habitants. Il y en a qui se retrouveront plus en étant propriétaires, d'autres en étant locataires, parce que ça leur donne la liberté de changer de vie après. Mais en tout cas, on essayait un peu de mettre les gens autour de la table pour faire évoluer ces questions-là et que ça réponde aux besoins actuels de la société, avec à peu près 1/3 d'agriculteurs qui s'installent qui sont hors cadre familiaux. Donc, comment ils trouvent des lieux pour s'installer aujourd'hui?
Merci. On va passer à Isabelle Bagdasarian. D'ailleurs, la transition va être assez facile parce que vous avez parlé de commun juste avant. Et justement, c'est votre spécialité. Vous avez travaillé un petit peu donc, sur les biens communs. Notamment, on avait un petit peu échangé sur les estives en Soule. Vous avez travaillé sur comment s'organise un petit peu ce modèle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le modèle, par exemple, des estives en Soule ou autres, si vous voulez digresser, et puis nous dire aussi, est-ce que ça pourrait servir pour d'autres questions? Oui, alors pour faire le lien, peut-être on a vu sur les problèmes de terres agricoles, comme sur les problèmes de logement, et avec Echaldé, ça a dû être abordé aussi, que dissocier en fait la propriété de l'usage, c'était une des clés pour soustraire des biens du domaine marchand, pour pouvoir les attribuer les affecter de façon durable à un usage qui est défini et qui ne va pas changer, celui de l'agriculture, celui du logement, de la résidence principale. Et donc, en fait, quand on travaille sur les communs, alors le concept de commun, c'est la gestion par les usagers de biens communs. Donc, on fait la différence entre un commun qui se définit par les biens communs, le mode de gouvernance et la communauté des usagers, et le bien qui est la ressource elle-même que l'on veut partager durablement. Et la référence en termes de concept, c'est un concept à la base économique qui a été distingué par un prix Nobel d'économie en 2009 présenté pour la reconnaissance des travaux faits par Elinor Ostrom. Donc en fait, le concept lui-même, on peut le dater de cette époque-là sur des communs contemporains. Et en fait, les travaux qu'elle a menés sont sur des communs qui existent de façon durable. Donc durable, c'est sur plusieurs générations, de pouvoir gérer de façon auto-organisée des ressources de libre accès, comme un lac, des ressources de poissons, par exemple, ou la gestion de l'irrigation des terres agricoles. Et elle a montré qu'il y avait des systèmes auto-organisés qui existaient sans intervention de l'État ou d'une entreprise privée, alors que le modèle classique est plutôt d'une société plutôt libérale, depuis en particulier sur 1968 et des articles de Gareth Harding, montraient que, tenter de prouver que une ressource de libre accès allait être épuisée si elle était juste confiée aux usagers, et que pour garantir le maintien d'une ressource partagée, il fallait la confier soit à l'État, soit à une entreprise privée. C'est ce qu'on entend aujourd'hui dans la gestion des biens communs, qui sont prônés aussi par Jean Tirole, autre prix Nobel d'économie, mais plus récent. Donc en fait, la question de savoir comment on gère durablement un bien commun, c'est une question d'économie, mais c'est une question aussi de sociologie, et c'est de choix de société. Donc en fait, pour en revenir au modèle qu'on a la chance d'avoir en Pays Basque, on a des terres collectives en altitude qui sont nécessaires à l'élevage transhumant. Donc le modèle dominant de l'élevage encore, dont parlait Isabelle, et n'est pas encore complètement... Enfin, on pourrait le diversifier, mais bref, pendant l'été, les troupeaux sont montés en estive, donc en montagne, où là, les surfaces sont gigantesques et sont en centaines et en milliers d'hectares, alors que dans la plaine et autour des fermes, on est dans des dizaines d'hectares, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions de surface. Et parce que ces surfaces-là sont gigantesques, elles sont gérées collectivement. Et parce que les parcours faits par le bétail chaque jour est immense. Donc en fait, les estives sont nécessaires pour libérer les terres qui sont autour des fermes, pour pouvoir faire des foins qui vont nourrir les troupeaux pendant l'hiver. Donc ça, c'était le système traditionnel qui existe depuis au moins le
15e siècle, mais sans doute depuis bien plus longtemps, et qui fait qu'en fait, à chaque maison était liée une des droits de monter en estive, donc des droits d'utiliser ces terres communes et aussi d'accéder à une cabane d'estive où aller rester un berger pendant une partie de l'été. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est un droit d'usage collectif de terres qui sont en altitude et qui sont aujourd'hui la propriété d'un ensemble de communes. Donc en fait, ce droit d'usage, il est géré par des communes et ce qui fait que ces terres-là, en Soule par exemple, c'est 43 communes qui vont être propriétaires de 14 000 hectares. Donc c'est des surfaces immenses et chaque commune elle-même est aussi propriétaire de terrain. Donc en fait, la propriété collective de communes garantit l'accès des paysans à ces terres collectives. Et on pourrait imaginer que ce même système de propriété collective, mais publique, puisse aussi garantir un accès au logement. Aujourd'hui, c'est sur les terres agricoles, mais rien n'empêcherait aujourd'hui que 10 communes, 20 communes, 2 communes achètent du bâti et créent une commission syndicale, puisque c'est le statut juridique d'une indivision publique, et pour dédier ce bâti-là à l'habitat. Donc en fait, on a des systèmes traditionnels anciens, mais qui peuvent peut-être aujourd'hui donner aussi des pistes et des façons de voir différemment la propriété publique, la propriété privée et l'usage des terres, mais l'usage du bâti et de l'habitat aussi. Merci beaucoup. Juste pour redire, si jamais il y a des questions, ce sera à la fin donc, de toutes les interventions, mais n'hésitez pas à vous les noter dans un coin de tête. Moi, ce n'est pas une question, mais... Ah, bon, j'y veux déjà intervenir. Et la Sonia, quand même. Hein. Oui, je sais, mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Isabelle. Non, c'est ce que disait Beñat ce matin. Ce que vient de dire Isabelle est super important parce que ce matin, Beñat disait on va chercher souvent très très loin quelque chose qui existe très proche de nous et voilà, la démonstration elle est faite. C'est qu'on va aller chercher des tas de systèmes très complexes alors que les estives pourraient être une bonne base de réflexion. Effectivement. Gilles, je vais te demander de pouvoir passer le PowerPoint que Sonia a préparé. Et donc, Sonia, qu'on ne présente plus, donc qui a déjà intervenu pour Tekio, va nous présenter un autre projet de Tekio. C'est pas le même. Donc là, c'est à l'Agrolet du Gers, où donc il y a une question justement sur l'habitat paysan. Alors, c'est pas en Pays Basque, mais c'est quand même lié à la question de l'habitat paysan. Après avoir entendu tous les intervenants, je me fais toute petite parce que je ne connais pas le monde agricole, hein, comme cette personne qui vient de parler. Alors oui, c'est un projet dans les Gers, puisque j'ai essayé de en faire un similaire dans les Pays Basques, et je me suis vraiment confrontée à tous les projets qui ont été déjà évoqués, ça ici, et j'ai failli pour terminer ce projet qui était extrêmement intéressant, mais pour moi pas très viable. Donc là, c'est pareil, c'est dans les cadres que j'ai décrits tout à l'heure, on arrive dans une commune et essaye de bousculer et de faire passer, de proposer d'autres développements par rapport à un territoire. Là, c'est la commune de l'Agrolet, qui est dans les Gers. C'est un petit village encore de 500 habitants, hein, avec un maire qui milite depuis des années sur l'agriculture responsable, c'est un agriculteur, hein, et le respect de l'environnement dans sa commune. Donc, c'est un des premiers à avoir fait une cantine communale qu'il a ouvert au public aussi par la même occasion. Il a des espaces de maraîchage. Il a travaillé sur son centre-bourg pour essayer de les rendre le plus possible perméable et respectable de tout ce qui est naturel. Et il continue, si vous voulez, à maîtriser
tout bâtiment qui est autour de son centre-bourg, je dis bien, de centre-bourg, pour essayer d'éviter la spéculation. Dans ces cadres-là, ça c'est le décor, donc le maire, à travers le PFL, a acheté une friche qui était un terrain, un ancien centre de vacances à Sureba. C'est une emprise foncière qui fait environ 14 hectares. 17. 17, oui, un petit peu plus. 6100 euros. Donc là, on n'a pas la problématique de terrain agricole sur lequel on ne peut pas agir énormément, sans avoir énormément de contraintes, puisque c'est un terrain, en l'occurrence, très constructif. Mais le maire, dans son élan et dans sa logique, hein, qui est celle de conserver l'agriculture et développer l'agriculture bio, qu'est-ce qu'il fait dans son village, veut que ces vastes terrains deviennent vraiment quelque chose qui fasse avancer et l'agriculture, qui permette d'agir sur l'évolution, je ne sais pas comment appeler ça, mais de ce qu'on ressent par rapport à l'évolution de la production agricole, hein, et notamment de la petite production, qui permettent aussi de tester d'autres produits, puisque le réchauffement climatique que nous sommes tous nous amène à essayer en tout cas de réfléchir à d'autres produits à mettre en place, et ça me concerne directement parce qu'en l'occurrence, ce sont des cactus et que moi je viens du Mexique. Mais si vous voulez, il y a toute cette partie-là hein, que c'est mis en place là. On est qu'au début, vraiment qu'au début, parce que notre travail à TECHIO, c'est de faire avoir une approche programmatique. Alors, quand on dit une approche programmatique sur un site qui fait 17 hectares, où le maire a vraiment, je veux dire, l'intention de faire de l'habitat pour les agriculteurs, enfin, des nouveaux agriculteurs, où il a vraiment envie aussi de faire revivre ce qui était l'histoire de son village, donc ses centres, puisque c'est ancré dans la vie des gens de la Grolée. Et qu'en plus de ça, vous pouvez passer à la prochaine, excusez-moi. Et qu'en plus de ça, il a quand même une valeur patrimoniale qui, du point de vue urbanistique et architectural, puisqu'il s'agit des bâtiments des années 70. Donc, il y a un respect à avoir sur ça, comme il y a un respect à avoir aussi sur la biodiversité, puisque c'est un site qui est en friche depuis 2005. Je ne vois pas. Donc, il y a toute une diversité, toute une biodiversité qui s'est créée là-dedans et à laquelle on aimerait ne pas trop bousculer. Donc, vous pouvez passer à le suivant. Donc, voilà la qualité de site dont je vous parlais tout à l'heure. On a aujourd'hui réussi avec, vous pouvez passer, c'est juste pour présenter l'image, hein. Ça, c'était les instances centres de Sureba. On a commencé, si vous voulez, il y a, on va dire, 8 mois à réfléchir sur ça. Là, il faut arrêter là, parce que l'autre, ça va. Mais ça passe tout seul, c'est pour ça. Oui. Donc, on a fait appel à des analyses de l'Université des Pau sur les sites. On a fait travailler dans de Toulouse aussi sur la concertation des habitants et sur les potentiels du site. Et dernièrement, on a fait travailler l'école de design des Paris sur l'analyse de site, la concertation, ce que pourrait donner ce site. Et je peux dire que j'étais vraiment étonnée des résultats des 15 jours d'immersion sur ce site comme école de design. On peut passer. Donc, comme je disais, je vous présente ça pour que vous ayez mal à la tête, bien évidemment. Ça, c'est les premières réflexions sur ce que ça pourra devenir, sur les différentes activités qu'il peut y avoir, sur que ce soit de l'expérimentation, que ce soit des lieux, des fermes éphémères, des fermes collectives, de l'habitat, pour de l'habitat, je dirais, banalisé, de l'habitat social, parce que ces projets, nous les menons en partenariat avec les toits familiales,
qui est une coopérative du Gers, qui est complètement investie sur ça. Et aujourd'hui, suite à cette présentation et suite à cette analyse qui a été faite, ce projet va avoir, je dirais, la sortie de terre, hein, on va continuer à travailler dessus. Et on a l'accord, je dirais, l'accord non seulement de la commune, bien évidemment, mais tous les partenaires publics et communautés de communes, pays, qui sont tout à fait avec nous pour les faire évoluer, parce que là, ce n'est qu'une première casse-tête sur tout ce qui peut être mis là-dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais en tout cas, c'était pour nous, je pense, une grande avancée de pouvoir mener ce projet. Merci. Il y a des intervenants déjà, et est-ce qu'il y a des questions de la salle pour une autre des personnes qui est intervenue? Mais Isabelle, Mais poser la question, moi j'avais une autre question d'ailleurs. Je peux ajouter quelque chose? J'ai oublié. Sur la propriété, en effet, on travaille, j'ai oublié, c'était le plus important, sur la dissociation du foncier de la gestion, notamment sur la gouvernance, la création d'une société qui sera bien évidemment, dont les associés seront bien évidemment des organismes publics des communes, la commune, sur la grille territoriale, et la gestion qui sera sûrement faite par une CIC qui sera liée à ça et qui prendra en charge toute l'animation. Alors, je ne sais pas où était la question. Non, excusez-moi. Non, tout simplement, quand vous avez parlé de vos difficultés, on a eu Etchaldé. Est-ce que ça ne peut pas, par rapport à la dissociation du foncier, répondre en partie à votre problématique? Pour garder le... Voilà. Ouais. Alors, en fait, l'achat de biens agricoles, c'est... on est dans un contexte qui est hyper bien réglementé, mais qui est hyper rapide. C'est-à-dire que quand un acheteur ou une acheteuse et un vendeur ou une vendeuse signent un sous-imprimé, la SAFER est informée par le notaire et la SAFER consulte le monde agricole, notamment les syndicats. Et là, il y a un mois de réflexion. C'est même 3 semaines pour dire si effectivement l'achat d'origine ne laisse pas le droit, la profession agricole. Et donc, dans les 3 semaines, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'allumer quelconque mèche comme on pourrait allumer avec Etchaldé. Il faut réagir tout de suite. Donc, soit c'est la structure l'Oursindia qui se positionne, comme on a fait à Arbonne au mois de juin, soit la commune peut aider, peut à l'aide de l'EPFL prendre une décision et dire j'appelle l'EPFL tout de suite et je demande à ce qu'il y ait sur la partie habitat une préemption faite à la demande de la mairie et on s'associe, l'Oursindia et mairie, ensemble pour faire la demande de préemption et pour que le contrat de vente initial soit remis en cause. Bon. Mais on a 3 semaines. Alors, très souvent, quand les réunions du syndicat ou de l'Oursindia, c'est le soir, ce ne sont que des bénévoles. Et quand on dit, bon, demain matin, tu appelles la mairie, tu vois ce qu'ils en pensent. Et quand on appelle une mairie et qu'on dit, bon, voilà, vous avez 15 jours pour décider si vous avez envie de partir en préemption par l'intermédiaire de l'EPFL, bon, je vois Madame le maire qui est en haut. Elle pourra témoigner qu'une réponse sous 15 jours comme ça, c'est très, très compliqué. C'est quasiment infaisable. Ou alors, il faut, comme l'expliquait Tekio sur ses projets, c'est de se raconter une histoire, en fait. C'est de se dire, voilà, nous, la vie de la commune,
Mais nous, on fait ça régulièrement avec l'Oursindia. Nous, notre vie rêvée, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Et donc, notre vie rêvée à l'Oursindia, c'est de pouvoir avoir de l'argent pour lutter contre la spéculation et acheter de la terre agricole. Alors, on va dans plein d'endroits, comme ici aujourd'hui, comme on passe 4 mois sur les terres d'Arbonne pour avertir les gens, pour informer les gens. Et on fait ça, on a l'énergie pour faire ça parce qu'on s'est créé notre histoire au démarrage. Et je pense que ce qui est important dans ce qui était dit, ce qui se passe à Meldit ou ce qui se passe dans le Gers, c'est de se créer une histoire, une histoire qu'on a envie de vivre. Et du coup, comme on a envie de la vivre, on met en place des stratégies réactives. Et malheureusement, l'habitat, et encore moins l'habitat pour les paysans, ne fait partie des comptes CONT, SES, des comptes municipaux. Parce que on a plein d'autres choses à penser quand on s'engage dans une municipalité. Et donc, au fur et à mesure, il y a des communes pour lesquelles ça devient indispensable, comme l'exemple du Gers. Tu disais, c'est quelqu'un qui est élu depuis très très longtemps, qui a des convictions, qui au fur et à mesure a aussi vu les cartes qu'il pouvait avoir en main pour pouvoir agir, et que ça ne se décrète pas comme ça sur un premier mandat. Mais du coup, c'est vraiment toute la spécificité des transactions agricoles qui font que il y a 3 semaines, pour remettre en cause, il y a 3 semaines, quand on n'est pas d'accord sur une vente. Quand on achète à l'amiable, il y a du temps, on peut créer. Mais la majorité du marché ne se fait pas forcément à l'amiable. C'est souvent de la remise en cause d'achat. Voilà. Et ce que je voudrais juste rajouter aussi, c'est que comme la terre agricole, quand on l'achète, il y a un enjeu d'installation. Souvent, celui qui va être installé va dire, bon, on lâche la partie logement et on se concentre sur la partie agricole qui va être notre gagne-pain, et puis on verra le logement plus tard. Ce qui fait qu'on retrouve des paysans qui vivent dans des mobil-homes, qui vivent dans des familles. Il faudrait des OFS qui puissent agir très vite. Oui. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Non, pas seulement, mais enfin aussi des modèles qui donnent des idées aux collectivités de dire oui, c'est possible. Oui, on peut faire de la transversalité. Oui, on peut projeter d'installer tel agriculteur, de transformer ce lieu comme ça. Et plus on multipliera les modèles, les formats différents, plus les collectivités, les communes pourront se projeter sur des choses. Et du coup, je rebondis juste sur ce que disait Isabelle. Vous avez c'est le table d'Isabelle. Oui, c'est une table d'Isabelle, oui. Non, sur le côté peut-être de reprendre ce qui a existé par le passé, l'innovation sociale. Nous, on nous dit souvent, vous faites de l'innovation sociale. En fait, pas du tout. On reprend ce qui a existé, le fermage, le multi-usage des fermes et effectivement, les communs, ça reste des choses. Et peut-être revoir en fait ce qui a existé par le passé et ce que la loi en fait a complexifié. Parce que c'est d'abord le législateur qui a verticalisé la façon de fonctionner et de penser. Et donc, montrer qu'il y a des modèles transversaux qui peuvent exister sur le territoire et qui peuvent permettre d'installer ou de transmettre des terres et des habitats paysans, ça permet d'inspirer les territoires. Ouais. Bon, d'abord, moi, je suis content de voir qu'il y a plein de modèles. Il y en a dans le Gers, il y en a, etc. Donc, on ne prétend pas être les propriétaires de la solution. On va essayer de travailler à porter une pierre à la solution. Par rapport à la question des horloges, dans ce que j'appelle les horloges, ça a été notre premier constat. Lorsque on a essayé de faire rentrer quelque chose dans cette idée à Arras, Pays Basque, sans être propriétaire de quoi que ce soit, c'est ce qui s'est passé. Au bout de 6 mois, la ferme était à vendre. Pendant 6 mois, l'INA avait écrit un projet, les archives avaient travaillé sur un projet. Voilà, moi, c'est moi qui pilotais ça. Voilà, on disait, je pourrais me porter acquéreur de ce lieu. On a avancé, on a eu quelques autorisations, puis tout d'un coup, voilà, un Anglais est venu, il a dit, moi j'achète. L'agent immobilier m'a dit, qu'est-ce que vous faites?
Le maire, j'ai appelé le maire, il m'a dit ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais appeler l'autre syndicat. L'autre syndicat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, on ne peut pas faire un projet en 3 mois, en 3 semaines. Et donc voilà, et donc là, ce qui a émergé de cet échec, c'est qu'il fallait qu'on construise des outils pour répondre rapidement. Et pour moi, il y a 2 temporalités. Il y en a une, c'est quelque chose qui est à vendre, donc il faut qu'on ait des outils, et là, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, d'avoir des outils juridiques, etc., pour dire à des bailleurs sociaux, à des collectivités, vous avez le cadre juridique pour le faire, etc. Et je peux, sur l'exemple de Mouilla, lorsqu'on a redémarré un projet, quand je suis devenu propriétaire de Mouilla, je sais pas moi, en 2 mois, on avait chiffré les travaux, qu'on pouvait mettre 6 familles là-dedans, etc. On en est à 3 ans. Après 3 ans de bataille, de machin, on est au même prix, à 3% près, et on est toujours bloqué sur des contraintes administratives, machin, etc., qui sont des contraintes en fait politiques. Et il y a une autre façon d'anticiper, c'est qu'on sait qui va être à la retraite à un moment donné. Et là, on rejoint, nous, dans notre schéma, on peut tout à fait loger l'agriculteur qui a vécu toute sa vie là. S'il veut pas s'en aller, on peut le loger. Et là, le problème, on vient vers un thème qui est tout à fait à ma droite, le problème, il est d'avoir des structures de cohabitation sociale, parce que c'est pas simple d'avoir un vieil agriculteur qui va recevoir des jeunes agriculteurs qui vont lui dire, moi je travaille en permaculture, machin, etc. C'est pas évident que ça marche. Mais ça va réduire sa capacité à vivre. Nous, on évite un peu les problèmes humains, on en est complètement conscient. Mais nous, les projets qu'on fait, en fait, ce sont des outils, c'est-à-dire qu'ils sont vides. C'est comme une pelle, vous allez chez le quincaillier, c'est une pelle. Et qui va s'en servir? Comment il va s'en servir? Je dirais, à la limite, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est comment on fait la pelle. Est-ce qu'on fait cet endroit le mieux possible au niveau énergétique, au niveau de la répartition des orientations entre les gens, pour penser à la cohabitation? On essaie de créer un outil. Mais on n'intervient pas sur la production, et ça, nous, on demande à Blé, on demande à HLG, enfin aux gens du monde agricole, je pourrais dire aussi à la Chambre d'agriculture, qui malheureusement ne s'occupe pas vraiment de tout ça, mais c'est à eux ensuite de former des gens, des jeunes, des machins, etc., pour rentrer là-dedans. Nous, on essaye de faire l'outil pour répondre. Pour ça, je dis qu'on a des solutions. Parce que c'est pas la solution pour tout le monde, mais le résultat, c'est quoi? C'est que pour le prix d'un loyer de base, c'est-à-dire 500 €, voire moins de 500 €, on a 1 hectare pour produire en maraîchage, pour moi on ne peut pas parler de bêtes, et on a un espace de transformation ou de commercialisation, et on a un espace de vie. Est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être, mais techniquement on sait le faire. On ne nous laisse pas le faire. Voilà. Enfin, on n'arrive pas vraiment à y arriver. J'aimerais bien rajouter une chose. Oui, il y aura des questions de la salle aussi. Donc, rapide. C'était juste pour dire que dans l'impensé commun, c'est que les bailleurs sociaux, ils ont du mal à imaginer que du logement en zone rurale, ça puisse marcher. Et ça le demande. Il n'y a pas de raison. En plus, on le prouve. Mais pour autant, il y a un besoin. Il y a un besoin. Et donc, peut-être on va mettre 20 ans pour arriver à se faire cette histoire. Mais il faudra. Moins que ça. On n'aura plus de temps. Chez mes enfants, je vais faire ça pendant ça. Merci. C'est certainement une digression que je vais faire. Cependant, j'entends parler beaucoup du logement agricole et je me demande si le bien commun, ce n'est pas avant tout les terres agricoles et l'usage qu'on en fait des terres agricoles. Et donc, on n'en parle pas beaucoup de ça. Oui, Isabelle Bagdasarian a parlé de bien commun. Le bien commun, c'est la terre. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise réellement? C'est à partir du moment où on saura qu'on utilise la terre qu'on sait si on a besoin de 1 logement ou de 200 logements. Aujourd'hui, ce matin, je crois que c'est Echaldé, donc Béniat, qui disait qu'ici, on a 3% de biens consommés qui sont produits sur place. Est-ce que ce n'est pas aussi là l'une des clés majeures pour savoir ce qu'on fait ensuite du logement? Est-ce qu'on a assez de bras agricoles?
est-ce que, je ne sais pas si ma digression est longue, mais ça vaut quelque chose, ça. Sachant que le thème c'était l'habitat. Voilà, c'est dans ce sens aussi. Non, mais voilà. C'est pas une digression du tout. J'ai dit tout à l'heure que notre projet est un projet agricole. La base, c'est un projet physiologique, c'est-à-dire un individu a une capacité de produire sur le sol. En 1840, lorsqu'on mettait une calorie sur le sol, c'est une calorie, c'était des muscles, hein, tout simplement, là, parce qu'il n'y avait pas encore d'énergie fossile, on sortait entre 5 et 12 calories alimentaires. Aujourd'hui, avec les tracteurs et les engrais, lorsqu'on met une calorie, on sort 0,7 calories alimentaires. C'est-à-dire que le système agricole aujourd'hui, il est déficitaire. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez une entreprise qui vous mettez 1 euro, il vous rapporte 0,7. Donc vous perdez 0,3. Le rapport est incroyable. Bon, ce rapport-là, on ne peut le concevoir que par rapport à la surface que peut faire un individu. C'est-à-dire que sinon, on tombe dans notre système. On prend les tracteurs, les engrais, les machins. Donc on parle, nous, de renouveau paysan. Mais un paysan, c'est un individu. Et un individu, c'est une feuille d'impôt. Et une feuille d'impôt, ça donne des droits sociaux. Donc c'est en croisant ces deux choses-là qu'on crée le modèle économique qui se retrouve dans le logement, parce que le logement est l'outil qui permet de le faire, mais c'est l'outil qui permet d'installer d'abord des paysans. Alors si on avait 10 hectares, on peut dire sur une échelle de 1 hectare par paysan, il faudrait mettre 10 paysans ensemble dans la même structure. Ça pose des problèmes sociaux. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est pas judicieux? Est-ce qu'il vaut mieux changer un peu le modèle agricole en disant on met plutôt que 5 paysans à 5 non-paysans, etc. Mais la base et les réponses seront au cas par cas. Mais la base, c'est de remettre des individus paysans qui fabriquent des aliments sains et sans pesticides et d'utiliser des droits sociaux qui existent, qu'on n'a pas inventés. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois très très simple. Je complète juste, vous avez raison, c'est d'avoir les terres qui conditionnent et de définir ce qu'on en fait. Mais je vous donne un exemple. Moi, je gère un rucher avec ma mère, et donc on a des ruches qui sont à 200 mètres de l'habitation de mes parents, et d'autres qui sont à 8 km. Et donc le fait qu'on ait un rucher à proximité, eh bien, on sait qu'on s'en occupe beaucoup mieux, on gère beaucoup mieux les essaimages, etc. Et le fait d'habiter tout à côté de là où on produit, c'est pas encore peut-être dans les consciences, mais c'est impératif par rapport à ce qui va se passer, c'est-à-dire tous ces changements climatiques, ces tempêtes qui vont arriver. Un maraîcher aujourd'hui, on le laisse pas construire sur ses terres agricoles pour être à proximité de ses terres. On autorise des constructions sur les terres agricoles quand on a des troupeaux parce que c'est justifié par la présence au quotidien pour gérer les bêtes. Mais quid de toutes les tempêtes qu'il y a eu, de toutes les serres qui ont été arrachées, etc., plus ça va aller, plus on va démontrer que le fait d'être à côté de ces terres, c'est hyper important et ça conditionne la manière qu'on a de produire et de réussir ce qu'on plante. Donc, en fait, le logement, indirectement, il est quand même hyper important dans ce modèle. Il va falloir qu'on s'arrête. Si jamais il y a une dernière question, ce sera la dernière. Et sinon, on arrête maintenant parce qu'il y a un buffet qui attend à côté. Oui, puis j'ai une question à ma voisine. Ah, d'accord. Bon, donc, la dernière question, oui, est-ce que la notion de commun, dans ce qu'on fait nous, par exemple, qui consiste à dire qu'on fait reprendre ce qui existe, hein, la structure familiale qui était autrefois, il y avait 20 personnes dans cet endroit, aujourd'hui il n'y a plus qu'un mec tout seul qui va se suicider, c'est mieux de remettre 20 personnes dans une autre structure sociale qui s'appelle de l'habitat participatif plutôt que un truc familial, mais on le fait porter par une structure collective. Par exemple, la France a été reconstruite par les systèmes coopératifs après-guerre. Est-ce que pour vous, ça rentre dans les communs, dans la notion de commun, ou est-ce qu'on utilise un mot qu'on ne pourrait pas utiliser? En fait, je crois que ça rentre dans les communs, dans la philosophie, dans la notion que l'on a de commun, de bien commun, de ce que l'on veut faire, de remettre le projet au centre, de s'affranchir des impératifs aujourd'hui, enfin de ce qui est présenté comme des impératifs des lois du marché. Donc là, on est bien dans du commun. Après, là où on n'est plus dans du commun, c'est qu'on cherche la solution avec des politiques publiques.
Et c'est terrible hein, ce que je vais dire. Il semblait qu'il y avait un truc. C'est que tant que la logique des communs, c'est de trouver la solution avec les usagers eux-mêmes qui mettent en place la solution. Elle n'est pas légale forcément, et elle le devient ensuite, et c'est la solution apportée par le collectif qui mène l'action publique à se réinterroger et à retravailler sur un cadre légal. Là où on a une difficulté, c'est que le commun ne rentre pas dans le cadre légal. Donc, soyons alternatifs. Je n'ai pas la solution forcément, mais en tout cas, commun et action publique, on n'a pas les mêmes logiciels. Voilà, ça ne va pas ensemble. Donc, chercher des solutions publiques aujourd'hui pour mettre en place des communs, c'est difficile. Voilà. Mais, oui, on va continuer la discussion. Alors, je voulais demander avant le buffet, si ça. Voilà. Juste et après, vous vous retrouverez. Alors, tout d'abord, parce qu'il commence à être tard, je voudrais remercier la ville de Bardos et surtout la présence de Madame le maire, qui a eu la gentillesse. Pardon ? Le village. Oh, le village, c'est une grande fille. Alors, surtout avec les habitants, super sympa. Alors là, entre des techniciens, le resto, etc., franchement, on a été accueillis à Bardos de façon vraiment très sympa. Donc, merci beaucoup de nous avoir traités, mais je te propose, si tu veux bien, peut-être dire quelques mots de conclusion. Madame Ouette a introduit les débats ce matin. Je n'étais pas là, ce serait. Tu as été interpellée un peu sur les... Mais tous ces sujets-là sont très complexes, mais il faut continuer parce qu'on a des générations derrière qui arrivent et on va bien trouver des solutions. C'est sur plein de sujets en débat pour les gestions de renglées, etc., qui sont compliquées, les compensations. De toute façon, les carcans administratifs et juridiques nous empêchent de faire ce qui est à faire. Il faut savoir que même les représentants de l'État s'en rendent compte. Donc, comment bouger une machine comme ça, mais sur tous les sujets de la vie du quotidien, je crois qu'il faut. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intervenants. Je suis désolée, je ne vais pas être encore à la fin comme ça d'une journée aussi riche. Mais il faut pouvoir s'appuyer sur vous tous pour faire évoluer les mentalités de tout le monde, y compris de nous. Parce que moi aussi, j'ai 50 ans, voilà, j'ai des jeunes derrière qui me poussent. Il y a des idées, il y a des formats. Et comme vous dites, à force de les booster, ça obligera sans doute à toute la chaîne au-dessus de bouger. Mais c'est tellement immense et complexe qu'il faut garder courage et confiance. Quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Quoi. C'est un très beau mot de la fin. Donc, merci Maïdé, on va pouvoir passer.